Et maintenant, Quentin Meillassoux. Alors, le sujet de Quentin Meillassoux est, si je puis dire, frontalement articulé sur le livre, car il s'appelle Polysémie de l'immanence. Polysémie de l'immanence. L'immanence des vérités a pour cœur une prise de parti, l'œuvre contre le déchet. Il s'y agit donc de constituer un choix à deux termes et pas davantage, un oui, un non. Formule de mon bonheur, disait Nietzsche, un oui, un non, une ligne droite, un but. Le fait de parvenir dans une situation extraordinairement embrouillée, qu'elle soit en particulier philosophique ou politique, à la compréhension du choix simple, décisif, sur lequel repose toute l'affaire, est sans doute l'une des choses les plus difficiles et la marque d'une victoire de la pensée. Nietzsche, le penseur des multiplicités dionysiaques, ou Badiou, le penseur des multiplicités mathématiques, le savent également. Résoudre le profus d'une époque sombre, semblant vous agresser de partout et de nulle part, en une alternative sans reste, extraire un ou bien d'un entrelac de virtualités obscures est la tâche à la fois la plus complexe et la plus libératrice. Car quelque chose m'est alors rendu, que je l'emporte ou que je me perde dans l'entreprise. Je cesse de me débattre dans des sables mouvants, et désormais, je décide de ma voie. Constituer une dualité qui est un duel est tout autre chose qu'avoir une pensée binaire. La pensée binaire part de deux termes supposés expliquer toute chose, ainsi les principes épurés du bien et du mal dans un manichéisme. Et elle se tient de la sorte à l'abri de toute complexité qu'elle explique toujours déjà par la simplicité initialement posée. Définition du simplisme. La pensée de la dualité, au contraire, dans le choix crucial, conquiert la simplicité sur la complexité, sur sa traversée tumultueuse et incertaine. C'est pourquoi l'immanence des vérités, mais aussi l'ensemble de la trilogie de l'événement, de l'être et l'événement, s'offrent au lecteur comme l'entreprise monumentale, 3 fois monumentale, de la conquête si difficile d'un choix plus difficile encore, peut-être, de se révéler simple au terme du parcours. Je le répète, soit le déchet, soit l'œuvre. Mon souci est de tenter ici de mieux comprendre la nature, pourtant, d'un tel choix proposé par Badiou dans l'immanence des vérités. Mais cela suppose en fait de comprendre deux choses qui paraissent d'abord distinctes. Tout d'abord, il s'agit bien sûr de comprendre pourquoi, au sein du choix constitué selon deux termes, Badiou enjoint de choisir l'œuvre contre le déchet. Évidemment, formulé selon ce lexique, le choix est un peu forcé. Peu de gens choisiront le déchet contre l'œuvre, et même un artiste travaillant à partir de déchets entendra bien plutôt en faire une œuvre. Le lexique des termes suppose le choix déjà fait. L'adversaire libéral de Badiou parlerait peut-être, lui, pour le déchet, du choix de la clarté et de la rigueur, ou de l'échange bien réglé, et pour l'œuvre, au choix du mysticisme, de l'élitisme ou du crime de masse. En termes neutres, le choix crucial que propose Badiou se fait entre une ontologie du constructible et une ontologie du non-constructible, entre le constructible et le générique. Et sa prise de parti se fait en faveur, on le sait, du second terme. Éclairer ce choix de Badiou suppose donc, pour une part, d'éclaircir pourquoi celui-ci nous engage à choisir ainsi l'un des deux termes, ce qui peut paraître évident. Mais comme on va le voir, comprendre ce qui, au juste, dans la pensée de Badiou, permet d'opérer cette prise de parti en faveur du non-constructible est en vérité loin d'aller de soi. Pourquoi ? Le trait de lumière dont part toute l'entreprise de Badiou, selon ses mots, consiste en l'énoncé que les mathématiques sont l'ontologie. Mais cet énoncé est lui-même philosophique et non mathématique. La philosophie est méta-ontologie, et cela en deux sens clairement identifiables. D'abord, la philosophie énonce qu'il y a et où il y a de l'ontologie, non en elle, dans la philosophie, mais dans les mathématiques. Ensuite, la philosophie déploie
le discours ontologique inhérent à l'axiomatique qui supporte cette ontologie pour son époque, en l'occurrence l'ensemblisme. Mais la philosophie fait davantage que ces deux thèses. Elle fait davantage que de déclarer qu'il y a et où il y a de l'ontologie. Elle fait davantage que de suivre une ontologie déterminée. Et les choses ici deviennent plus problématiques. Comme je l'ai dit, la philosophie est également une prise de parti entre des ontologies mathématiques. Une ontologie du constructible, une ontologie du non-constructible. Ce choix opère donc cette fois entre deux ontologies, deux voies mathématiques. Et ce choix donc ne relève pas de l'ontologie elle-même. Ce choix ne peut être guidé par les mathématiques elles-mêmes, car les deux mathématiques en jeu sont également cohérentes, Badiou y insiste, et le choix est donc le fait de l'intervention philosophique dans l'ontologie. La mathématique ici est impuissante en vérité à conduire la philosophie vers la juste ontologie, puisqu'elle en présente deux, tout aussi légitimes selon ses propres critères. Il faut donc comprendre d'où vient à la philosophie la ressource de s'orienter dans un champ ontologique dont Badiou a dit qu'elle était incapable, cette philosophie, par elle-même, de produire un tel champ. La philosophie est incapable de produire une ontologie, puisque l'ontologie, on l'a dit, a été déléguée aux mathématiques. Et pourtant, la philosophie semble en mesure, mais à quel titre au juste, de décider de la juste ontologie parmi les deux que la mathématique lui propose. Mais un deuxième aspect de l'explication du choix que nous propose l'immanence des vérités entre les deux ontologies tient cette fois, comme je l'ai dit, à la façon dont Badiou est parvenu silencieusement, si j'ose dire, à constituer ce choix comme s'exerçant seulement entre deux termes, entre deux ontologies, et pas une ontologie de plus. Or, là encore, on découvre que c'est la philosophie et non la mathématique, non l'ontologie, qui pouvait obtenir cette dualité ultime. Et cela, de nouveau, par une série de décisions qui appartiennent à la philosophie en dernière instance. Durant sa longue pérégrination philosophique amorcée en 1988, Badiou a dû en effet déterminer si, pour son époque, l'ontologie se situait seulement dans la théorie des ensembles, ou elle se situait, ou si elle se situait aussi, par exemple, au moins possiblement, dans une autre théorie logico-mathématique, à savoir la théorie des catégories. Et pour cette décision, il a hésité. Il a considéré pendant un certain temps, entre l'écriture de l'être et l'événement et celle de logique des mondes, que la théorie des catégories pouvait être pensée elle aussi comme une ontologie rivale de celle de la théorie des ensembles, une ontologie relationnelle, conforme au fond à une philosophie comme celle de Deleuze. Puis il est revenu sur cette thèse pour faire de la théorie des catégories une logique et rien d'autre. Une logique certes mathématisée, mais une logique mathématisée ne cesse pas plus d'être une logique, dira-t-il alors, qu'une physique mathématisée ne cesse d'être une physique. La théorie des catégories devenait une logique de l'apparaître et non plus une pensée de l'être. Les catégories, un moment rival ontologique de l'ensemblisme, donc un moment terme du choix entre les ontologies, les catégories revenaient en fait à l'apparaître, étaient cantonnées dans le phénomène, et dans Logique des mondes étaient en somme cantonnées dans le phénomène avec les plus grands honneurs, célébrées comme une logique du phénomène. Mais ceux qui, comme moi, avaient suivi les séminaires de Deleuze, où les catégories étaient au sein de l'être, avaient l'impression, en lisant Logique des mondes, qu'on traitait les catégories comme on traite une éminence, c'est-à-dire qu'on la limogeait par une promotion apparente. Elle était célébrée, mais en vérité, elle était placée dans un placard de raie, celui des phénomènes. Mais moi, je savais d'où, et nous savions, les étudiants de Badiou, d'où elle était exclue, de l'ontologie. Et donc le choix s'est simplifié. Le choix s'est simplifié ici, je dirais, par une opération de placement. Les catégories ont été placées glorieusement dans le champ du phénomène, de l'apparaître, et ainsi déplacées, délogées de l'être. On n'avait plus à choisir entre les catégories et les ensembles pour savoir où était l'ontologie véritable, qui demeurait dans les seules multiplicités, elle, cette ontologie de la théorie standard des ensembles, dite ZFC. Mais, au sein même de la théorie des ensembles, au sein même de l'ontologie proposée comme véritable donc, une autre simplification s'est produite en 30 ans. Badiou distinguait en effet dans l'être et l'événement, méditation 27, 3 orientations possibles de la pensée entre lesquelles il s'agissait de choisir, et non 2, celle du constructif de Gödel, celle du générique de Cohen, donc le choix crucial de l'immanence des vérités, mais aussi, en plus, comme 3e terme du choix, la doctrine, figurez-vous, des grands cardinaux, qu'il opposait alors
tout comme l'option du constructible, à la voix générique de Cohen, en qualifiant cette théorie des grands cardinaux en 88 d'ontologie de la métaphysique classique, ce qui n'était pas un compliment à l'époque. Et aussi, d'ailleurs, ce qui était quand même un compliment, mais à moitié, de l'eschatologie communiste. Communiste était un compliment, eschatologie moins, sans doute. Or, dans l'immanence des vérités, la triplicité des orientations est devenue dualité au sein même de la théorie des ensembles. Non plus par une opération comme la théorie des catégories, comme pour les catégories, par une opération de placement, de limogeage, mais par une opération d'alliance. Le point nouveau et remarquable de l'immanence des vérités tient notamment au fait que Badiou, en 2018, a associé dans une même ontologie le non constructible et les grands cardinaux, en sorte que le choix final, comme je le disais au début, ne contienne bien que deux protagonistes, Gödel et Cohen, désormais associés aux grands cardinalistes. Si donc la philosophie délègue certes aux mathématiques le soin de l'ontologie, devenant elle-même rien de plus qu'une méta-ontologie, on comprend que cette délégation ne signifie en rien que la philosophie cesse d'être active sur ce champ. Elle et elle seule décide qu'il y a bien de l'ontologie, elle et elle seule décide où celle-ci se déploie, dans les mathématiques, plutôt par exemple que dans la poésie, puis elle et elle seule décide, semble-t-il, quelle partie des mathématiques de son époque contient cette ontologie, dans l'ensemblisme plutôt que dans les catégories, et combien d'orientations au sein de l'ensemblisme sont légitimes, entre lesquelles le choix doit se faire. 2 orientations et non plus 3. Bon. Enfin, elle et elle seule énoncent quelle partie prendre entre les 2 finalistes restants, Cohen et non Gödel. Toute cette série de décisions complexes, qui s'étend en vérité sur 30 ans, ces décisions ne sont probablement pas réductibles entièrement à une même logique. Mais dans tous ces cas, il nous semble bien, comme je l'ai dit, que c'est la philosophie qui a l'initiative, et non la mathématique. Quoi que ce soit cette dernière, encore une fois, qui soit l'ontologie. Bien sûr, les mathématiques peuvent aider à la décision. Ainsi, Badiou semble convaincu que le refus des catégoriciens de considérer la théorie des ensembles comme une théorie absolue, comme le souhaite Houdin, du fait qu'elle est toujours notamment incapable de résoudre un théorème aussi important que l'hypothèse du continu, Badiou pense que cette prétention, ce scepticisme des catégoriciens envers les ensemblistes, sera un jour réfuté par la capacité de l'ensemblisme classique, standard, à démontrer que l'hypothèse du continu est fausse. Mais il admet lui-même qu'il s'agit d'une croyance, certes raisonnée, mais tout de même une croyance. La situation des mathématiques peut sans doute conforter ces hypothèses ou sa confiance concernant la juste ontologie. Cette situation ne peut assurer par une démonstration l'ontologie dont il souhaite la victoire. Ces décisions, qui restreignent donc à 2 les termes du choix entre les ontologies, puis prennent parti pour une des 2 ontologies, posent alors au lecteur de Badiou une question précise. Sur quels critères, précisément, le philosophe peut-il décider au sein des mathématiques quelles sont ou non les ontologies légitimes, et parmi celles-ci, quelle est celle selon laquelle il faut vivre? Dans 2 cas, nous comprenons clairement en quoi consiste la philosophie comme méta-ontologie, en quoi consistent ces décisions méta-ontologiques. D'abord, lorsqu'il s'agit de soutenir de façon inaugurale que les mathématiques sont l'ontologie. Cette décision, au fond, à la façon d'un axiome, se juge à la fécondité de ses résultats, hors de doute au regard de la trilogie de l'être et l'événement. Ensuite, lorsqu'il s'agit pour la philosophie de formuler la signification ontologique d'une théorie mathématique déterminée, on voit le philosophe, l'ontologue, ou le méta-ontologue plutôt, suivre le détail des démonstrations de cette théorie, par exemple la théorie standard des ensembles, pour nous expliquer en quoi tel axiome possède un sens quant à l'être en tant qu'être. Par exemple, que la notion d'ensemble renvoie au fait qu'être, c'est être un multiple inconsistant, pour parler en termes élémentaires. Ici, le philosophe est en effet sous nos yeux, guidé pas à pas par les axiomes et démonstrations du mathématicien, et nous pouvons en quelque sorte, en même temps que nous refaisons les preuves mathématiques avec lui, voir s'il s'éloigne ou s'il demeure fidèle au texte ou aux formules, plus exactement, qu'il commente. Mais, dans un troisième cas, quand il s'agit de déterminer quelles sont les ontologies mathématiques légitimes, et laquelle il faut choisir en fin de compte, on ne peut juger ces décisions au regard de leurs conséquences, comme on le fait de l'axiome inaugural de Badiou, parce que alors ce serait suspecter les thèses de Badiou d'être orientées d'emblée vers la conclusion qu'il recherche. On ne peut dire « Ah tiens, c'est bien, ces conclusions, ces décisions sont bien, parce que ça arrive bien à Cohen ». Justement, non.
Il ne faut pas que, en quelque sorte, le philosophe soit suspecté d'un arbitraire qui fait qu'il décide déjà en vue du choix final ou du terme final du choix qu'il veut en quelque sorte nous imposer ou nous conseiller amicalement. Si on accorde avec Badiou que la philosophie est incapable de produire elle-même une ontologie, si elle est sans puissance sur la production des vérités, de quelles ressources dispose-t-elle pour décider souverainement, sans l'appui de l'ontologie, sur la juste ontologie? On est ici face à un dilemme apparent. Si les décisions de la philosophie procèdent du contenu même de l'ontologie, gage de la rationalité des décisions du philosophe, alors les mathématiques devraient proposer une voie ontologique, c'est-à-dire mathématique, c'est-à-dire démonstrative, pour choisir entre les ontologies qu'elle est susceptible d'apporter au philosophe. Mais en ce cas, il n'y aurait plus de choix, crucial, parce qu'il n'y aurait plus de choix. Le non constructible ou le constructible serait victorieux selon la stricte nécessité des inférences mathématiques. Ce qui ne peut être acceptable pour un sujet est sa liberté militante, ce qui briserait toute liberté de pensée que Badiou célèbre dans l'immanence des vérités, au contraire de la liberté d'opinion. Et ce qui ne correspond de toute façon à aucune réalité mathématique, on l'a dit. On ne peut pas, par le constructible, démontrer l'illégitimité du non-constructible et inversement. Mais si, à l'inverse, toute la décision en ce cas revient à la seule philosophie, et non pas aux mathématiques et non pas à l'ontologie, ne pourrait-on soutenir que les décisions de la philosophie badiousienne sur l'ontologie sont suspectes, que ces décisions risquent de paraître arbitraires, comme je l'ai dit, qu'un autre ontologue que Badiou pourrait aussi bien décider autrement à partir de son axiome inaugural, les mathématiques sont l'ontologie mais pas celle de Badiou, et avec au fond la même légitimité des précédentes étapes de la constitution et de la résolution du choix? Si la philosophie est sans compétence dans la production ontologique, d'où lui vient tant de compétences sur l'ontologie? D'où lui vient tant de compétences méta-ontologiques? Le parti pris final en faveur du non-constructible n'a-t-il pas joué antérieurement, sourdement, à chaque étape de restriction des termes du choix, par exclusion des catégories hors de l'ontologie, alliance tactique avec les grands cardinaux, adversaires d'hier, soutien tactique d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas, en somme, des manœuvres déjà politiques dans la constitution du choix ontologique de Badiou? Je crois que c'est dans l'immanence des vérités que nous pouvons découvrir une réponse possible à ces interrogations, et cela grâce précisément à la notion d'absolu qui pour la première fois y est théorisée. Mais la réponse que je propose ne sera pas à dire vrai explicitement présente dans le texte de Badiou, ni dans les mathématiques sur lesquelles il opère. Elle sera, comme je vais essayer de le montrer, en tout cas, comme je le crois, dans un entre-deux de la philosophie et des mathématiques, de la philosophie de Badiou et des mathématiques dont il pense la légitimité ontologique. La réponse sera dans un limbe qui n'appartient tout à fait ni à l'ontologie ni à la méta-ontologie, mais mort aussi bien sur les deux, et dont, je crois, participe l'absolu que Badiou nous propose. Le mode d'être paradoxal de l'absolu, telle sera ma thèse, guide le philosophe quant à la juste ontologie, sans être tout à fait sur le territoire de l'ontologie, en sorte qu'aucune démonstration mathématique n'en déterminera précisément le statut, mais sans être non plus tout à fait étranger à l'ontologie, en sorte que le philosophe ne sera pas dans l'arbitraire, et cela grâce au statut hybride de l'absolu, lorsqu'il enquêtera sur l'ontologie à conserver ou sur l'ontologie à écarter. Reprenons tout cela de façon plus détaillée et j'espère plus claire. Nous partons donc d'une dualité, œuvre-déchet. Les deux termes du choix dont les noms propres respectifs sont Gödel et Cohen. De quoi sont-ils le nom? De ceci que si l'on part de l'axiomatique standard des ensembles, dite ZFC, cette axiomatique ne produit pas de contradiction, que l'on soutienne que tout ensemble est constructible, c'est ce que Gödel a démontré, ou que l'on soutienne qu'il existe au contraire des ensembles non constructibles, c'est ce que Cohen, cette fois, a démontré 20 ans plus tard. Ce que j'ai dit en ouverture de cette conférence suffit alors à éviter, je crois, un contresens sur l'énoncé inaugural de Badiou. Les mathématiques sont l'ontologie. Cet énoncé ne signifie pas, je crois, que les mathématiques nous délivreraient, selon les époques, et en particulier la nôtre, l'ontologie vraie et rien qu'elle. En fait, la thèse ne signifie pas que les mathématiques, ou une partie fondamentale de celle-ci, l'ensemblisme, constituent la doctrine ontologique qu'il s'agit d'adopter, parce que mathématiquement gagée. La thèse signifie bien plutôt que les grands conflits ontologiques d'une époque, même s'ils peuvent être portés par les philosophes, ne trouvent leur formulation rigoureuse et véritable que dans les mathématiques. Les mathématiques sont l'ontologie signifie les mathématiques sont le lieu du combat des ontologies d'une même époque.
Je reformulerai donc la thèse de Badiou en disant que chez lui, sa thèse inaugurale est que les mathématiques sont la gigantomachie. Non le lieu d'une ontologie véritable, mais le lieu de l'antagonisme véritable entre les ontologies. Alors, la gigantomachie, on le sait, c'est ce mythe de la lutte des géants contre les dieux que Platon, dans le Sophiste, par la voix de l'étranger, réinterprète sous la forme d'une lutte entre géants, plus exactement entre deux géants, c'est-à-dire deux pensées qui s'affrontent de façon pour ainsi dire intemporelle, celle des fils de la Terre, qui affirment que toute réalité existante est un corps, un soma, et celle des amis des formes, qui affirment l'être idéal, eidos, de ces mêmes réalités. Mais il existe une différence fondamentale entre la gigantomachie platonicienne et celle qui a lieu chez Badiou. C'est que Platon, en philosophe qui s'accorde la capacité de produire des vérités, refuse en fait l'une et l'autre position des géants en lutte, des fils de la Terre et des amis des formes. Et il tente, par la voie de l'étranger, proprement une synthèse de celle-ci, en tentant d'extorquer aux deux parties un accord sur une vérité qui est soutenue par l'adversaire. Aux fils de la Terre, matérialistes, si l'on veut, ou somatistes, eh bien, il s'agit d'extorquer la thèse qu'à côté des corps toujours en mouvement doit exister le repos. Et du côté des amis des formes, idéalistes, qu'à côté du repos éternel des formes doit exister le mouvement. Cela en sort de déployer une tierce position, celle de l'étranger, qui fait de l'être une puissance d'agir et de pâtir. Le philosophe donc s'excipe, s'extrait de la gigantomachie, de cette force éternelle de combat entre les ontologies, pour produire par lui-même une nouvelle ontologie qui doit mettre d'accord les deux parties et en même temps les dominer. Badiou, évidemment, ne peut pas procéder ainsi, car s'il produisait en philosophe une ontologie qui dépasse tant celle de Gödel que de Cohen, il accorderait à la philosophie la capacité de produire une vérité ontologique, en l'occurrence. On sait que la philosophie, pour lui, ne produit aucune vérité. La philosophie est de l'ordre de l'intervention. Elle énonce des thèses. Il y a de l'ontologie, où est-elle? Enfin, la philosophie, fondamentalement, ne peut donc pas dépasser les géants en lutte. Elle doit choisir entre les deux géants. Elle doit choisir entre les deux géants. Elle ne les combat pas en prenant la place des dieux, ce qui revient au fond à la position de Platon. Les géants se battent de nouveau contre les dieux, à savoir Platon. Elle choisit un des géants contre l'autre, et c'est qu'il n'y a pas de dieu pour les défaire l'un comme l'autre. La philosophie est ultimement non ce qui produit elle-même les termes d'un choix, mais ce qui nous enjoint à choisir selon une prise de parti qui détermine le terme supérieur dans une lutte qui a déjà eu lieu depuis un temps indéterminé. J'ai dit que la philosophie pour Badiou est en termes d'ontologie de l'ordre de l'intervention, donc l'intervention sur des ontologies déjà en lutte, non de l'ordre de la production d'une nouvelle ontologie. Cela se dit aussi, la philosophie, on le sait, n'a pas d'objet mais des conditions. Cette formulation, comme un certain nombre de précédents, nous renvoie cette fois, pour ainsi dire, à une deuxième version de la gigantomachie possible, celle de l'un de ses maîtres après Sartre, à savoir Althusser, dont on sait que Badiou hérite précisément cette substitution d'un rapport de condition à un rapport d'objet, du moins pour le rapport de la philosophie à la science. Pour Althusser, la philosophie a un rapport à la science de condition et non d'objet. Il y a aussi en effet une gigantomachie chez Althusser. Chez Althusser, lisant en particulier Matérialisme et empiriocriticisme de Lénine, il y a là encore, comme chez Platon, un combat qui traverse l'histoire. Comme chez Platon, deux protagonistes. Comme chez Platon, une sorte d'opposition, en quelque sorte, anhistorique du matérialisme et de l'idéalisme, qui, chez Althusser, devient un affrontement entre la science et l'idéologie. La philosophie ne produit pour Althusser aucune théorie qui pourrait se substituer à celle des sciences, et celles-ci ne sont même pas l'objet dont elle réfléchirait comme un Kant, comme le transcendantal, les conditions de vérité. La philosophie, pour Althusser, intervient seulement, toujours et encore, pour tracer une ligne de démarcation entre un idéalisme s'emparant de la science dans une perspective idéologique, à rapporter ultimement aux intérêts de classe et à leur pratique, et un matérialisme qui partage avec toute science la catégorie d'objectivité. Ce combat transhistorique entre idéalisme et matérialisme se produit dans la philosophie, certes de façon différente selon les époques, mais selon une histoire qui n'appartient pas à la philosophie, puisque cette histoire est celle des sciences, et non de la philosophie proprement dite, qui, pour Althusser, n'en a pas réellement d'histoire. Or, ici encore, Badiou ne peut souscrire à cette version de la gigantomachie. Certes, la pensée d'Althusser, comme la sienne, enjoint le philosophe non à produire une vérité, qui viendrait d'elle-même, version platonicienne de la lutte des géants, mais à choisir entre deux protagonistes qui s'affrontent en dehors d'elle. Seulement Althusser, par sa détermination même des adversaires en lutte,
offre au fond déjà au philosophe, pour peu qu'il mérite son nom, le critère de son choix. Car quel philosophe choisirait ouvertement l'idéologie et son leurre idéaliste, et non la science et son objectivité? Mais Badiou, lui, nous enjoint de choisir entre deux pensées du multiple, deux géants, Gödel, Cohen, dont il rappelle avec précision que l'une comme l'autre peuvent légitimement se réclamer de la rigueur et de la consistance mathématique, donc de la science. Les deux termes du choix, y compris l'axiomatique du constructible, qui est la forme ontologique rigoureuse du recouvrement, qui est au fond pour Badiou la forme moderne de l'idéologie, ces deux termes entre lesquels il s'agit de choisir appartiennent à la science, et même à la science reine des mathématiques. Le recouvrement minutieusement pensé dans l'immanence des vérités, je l'ai dit, c'est la forme rigoureuse de l'idéologie. Cela signifie que pour Badiou, l'idéologie, paradoxalement, fait partie de la science. Certes, il y a chez Althusser une science possible de l'idéologie. La science de l'histoire, pour lui, le continent ouvert par Marx, est aussi bien une science de l'idéologie dans l'histoire. Mais si l'idéologie, chez Althusser, est objet de la science, elle n'est pas partie de la science, elle n'est pas science elle-même. Pas plus qu'un mythe ne deviendrait une partie de la science d'être devenu objet d'une science des mythes. Donc, dans les trois gigantomachie que nous isolons, nous voyons que celle de Badiou s'excipe tant de la gigantomachie platonicienne, où le philosophe produit lui-même une tierce ontologie, que de la gigantomachie althussérienne, où le philosophe trouve dans la gigantomachie le critère intrinsèque de son choix, la science contre l'idéologie. Et c'est pourquoi c'est la gigantomachie de Badiou, si j'ose dire, de Gödel contre Cohen, qui est pour nous la plus énigmatique. Pourquoi? Parce que le choix crucial de la philosophie ne peut chez lui se soutenir ni de sa capacité à produire elle-même sa vérité, sa propre dialectique comme chez Platon, ni de la configuration même des termes du choix, en laquelle les deux, la science, est pour ainsi dire par lui-même le signe de sa propre vérité, comme chez Althusser. Il y a ici une sorte d'effet en retour. La philosophie, chez Badiou, délègue à la mathématique le soin de l'ontologie. Mais la mathématique renvoie à la philosophie un combat des ontologies dans lequel elle ne peut, cette mathématique, par elle-même, indiquer par voie démonstrative, donc authentiquement ontologique, lequel choisir des combattants. Et la philosophie qui était prête à se laisser déposséder de l'ontologie pour seulement déclarer qu'il y en a et où, hors d'elle-même en tous les cas, se voit finalement reconduite à elle-même pour décider, elle et elle seule, laquelle des ontologies en lutte possède de la valeur et laquelle est son ennemi mortel. Dès lors, nous retrouvons notre question initiale. Quel peut être le critère proprement philosophique du choix des ontologies, du choix entre les ontologies produites par la mathématique? Alors, la première tentation à lire l'immanence de vérité, en quelque sorte à entendre son style, c'est que le critère, chez Badiou, c'est au fond l'intéressant. Le non constructible, c'est quand même beaucoup plus intéressant que le constructible. Badiou, d'ailleurs, il le dit lui-même, c'est dans une formulation assez amusante, redondante. Il dit il y a un fait très intéressant, c'est que les mathématiques trouvent le non constructible beaucoup plus intéressant. Donc c'est deux fois intéressant. Même les mathématiciens le disent. Les mathématiciens préfèrent le non constructible. Il insiste même sur un fait charmant, c'est que Gödel était ravi que Cohen trouve du non constructible. Donc lui-même, en tant que penseur du constructible, n'est-ce pas, n'est pas un infâme idéologue, il n'en est que le théoricien de l'idéologie, mais il est ravi de découvrir qu'il y a du non constructible possible et cohérent avec la théorie ZFC. Bon, alors que, pourtant, l'univers constructible, précise Badiou, est plus simple, il est plus commode, on peut démontrer des choses qu'on ne peut pas démontrer dans le non constructible. Bon. Alors, ce genre de langage, on l'entend résonner tout au long de l'immanence de vérité, et pas seulement d'ailleurs dans l'immanence de vérité. En fait, on comprend aisément, si spontanément qu'on n'est même pas tenté de le questionner. En effet, qui d'entre nous ne comprendrait qu'un univers risqué et incertain, comme celui du non constructible, est préférable pour les chercheurs à un univers policé et trop prévisible, pour les chercheurs de vérité? Mais attention, ce choix des ontologues pour une ontologie n'est évidemment pas un choix déterminé lui-même, encore une fois, par une ontologie. Il n'y a pas d'ontologie qui détermine quelle est l'ontologie à choisir, selon quels critères. Il n'y a pas d'ontologie qui nous explique qu'il faut choisir en particulier l'ontologie la plus intéressante. Quand les mathématiciens eux-mêmes choisissent l'ontologie qu'ils jugent la plus intéressante, ils ne suivent pas une démonstration de l'intéressant. Ils n'en ont pas à leur disposition.
Ce qui veut dire qu'au fond, ce type de choix le plus intéressant, même lorsque les mathématiciens le pratiquent, eh bien, ils le pratiquent un peu comme tout le monde. Ce choix pour l'intéressant, il n'appartient pas seulement aux mathématiciens, il n'est pas caractéristique des mathématiques. C'est un choix que, en effet, un certain nombre d'audacieux font contre les partisans de l'ordre en place, de l'ordre clair et assuré. Et pourtant, cette réponse elle-même n'est pas sans problème. Parce que ce type de choix qui est déterminé par ce qui est intéressant, si au fond nous le suivons spontanément, c'est que l'époque est fort nietzschéenne. C'est que nous héritons de Nietzsche, au fond. Nous aimons ce qui est risqué, incertain. Nous aimons en effet ce qui consonne avec la prose nietzschéenne. Et là, on a l'impression que dans la prose du dernier volume de Badiou, eh bien, il y a beaucoup de résonance nietzschéenne. L'éloge du nouveau, dans le générique, face au conservatisme du discours dominant, fait des débris idéologiques bien connus, sédimentés, figés de l'ordre présent, face à un devenir, une dynamique de la procédure de vérité. Bon. Cet ordre qui cherche justement à recouvrir toute nouveauté. Ensuite, la lutte entre les deux ontologies, constructibles et non constructibles, présentée comme celle de l'oppression, le constructible, face à la création. Le terme de création est évidemment typiquement nietzschéen. L'appel récurrent, donc, à, comme je l'ai dit, ce qui est intéressant, risqué, incertain. Alors, si on suivait cette intuition, les choses seraient claires. On dirait, si les ontologies en lutte, Gödel et Cohen sont également rationnelles, eh bien, pour choisir entre les deux, ça n'est pas un choix rationnel. On ne va pas choisir par la raison, puisque les deux sont cohérentes et rationnelles. Puisqu'il n'y a pas de raison proprement mathématique pour choisir l'une ou l'autre. Ce qui nous fait choisir, ce qui fait choisir Badiou, ce qui fait que Badiou choisit Cohen, c'est la vie, c'est une certaine forme de grande santé qui doit choisir précisément entre des rationalités adverses mais également rationnelles. On pourrait même affiner la chose, dire oui, mais enfin Nietzsche récuse la vérité, et Badiou est un penseur de la vérité. Oui, bien sûr, mais c'est un Nietzschéen de la vérité. Il choisit la forme la plus intéressante de la vérité. Entre la vérité du constructible comme objectivité positiviste, terne et ordonnée, et la vérité générique, celle du sujet, du militant, de la fidélité, et encore une fois, de la création infinie. Bon. Donc Badiou est un Nietzschéen de la vérité. Il choisit le mode le plus intéressant de la vérité générique, contre la vérité objective. Mais cette troisième tentative, pour éclaircir le choix crucial de Badiou, qui ne peut ni être un choix platonicien au sens strict, ni un choix althusérien, même si elle paraît apparemment beaucoup plus proche de sa logique, échoue encore, je crois, à éclaircir l'énigme de son choix. Pourquoi ? Parce que si le nietzschéisme vital s'insérait au cœur du choix entre les ontologies, toutes les thèses de Badiou seraient contrecarrées, au fond abolies. Badiou, en effet, est un philosophe de la vérité, et il ne cesse d'affirmer que la vérité est dépourvue de sens. Quand il dit que la vérité est dépourvue de sens, en particulier la vérité mathématique, il ne veut pas dire que les mathématiques sont un charabia. Il veut dire, en fait, il veut ouvrir, si j'ose dire, un double front polémique. D'abord contre l'herméneutique, de Heidegger à Ricoeur en passant par Lévinas, la vérité, ou plus exactement le sens, est à comprendre de façon exégétique, herméneutique, et puis aussi un front contre Deleuze, et antérieurement à Deleuze contre Nietzsche, c'est-à-dire le sens comme devenir de dionysiaque, comme multiplicité qualitative. De plus, Nietzsche est très clairement pensé par Badiou comme un anti-philosophe, un grand anti-philosophe. Alors, essayez de comprendre le choix crucial de Badiou comme une sorte de mix dont un critère vitaliste est déterminé par le sens, entendu comme orientation de la vie vers la grande santé, et une vérité maintenue mais comme résultat seulement d'un choix déterminé par un autre critère que la vérité, ce serait détruire toute l'entreprise de la philosophie de Badiou. Ajoutons que la suspicion sur les procédures ayant permis, la suspicion que je me suis permis d'avancer, sur les procédures ayant permis à Badiou pendant 30 ans de restreindre les termes du choix final, refoulement des catégories hors de l'ontologie, alliance avec les grands cardinaux, adversaires d'hier, cette suspicion aurait cette fois toutes les raisons d'être maximale. Une fois admis que ce qui guidait Badiou dans ses décisions pour nous conduire jusqu'à son choix final était, depuis le début, son goût pour le générique, son goût vital pour le générique, son besoin, en quelque sorte, de répandre sa force et de nous convaincre que la forme mathématique qu'il jugeait la plus intéressante, au regard de sa physiologie, dirait Nietzsche, était celle que nous devions également adopter.
Donc, non. La réponse nietzschéenne ou crypto-nietzschéenne à la gigantomachie, non. Ça ne fonctionne pas. Donc, ni Platon, ni Althusser, ni Nietzsche. Que fait Badiou? Alors, relançons donc notre enquête à partir de la notion d'absolu, comme je le disais. Je crois que là se trouve une clé. Cette clé est déployée, en fait, pour la première fois, donc, dans l'immanence des vérités, puisque c'est l'immanence des vérités qui, pour la première fois, s'intéresse à l'absoluité des vérités, l'être et l'événement déployant l'universalité des vérités et, logique des mondes, leur singularité. Alors, qu'est-ce que l'absolu pour Badiou? On l'a dit plusieurs fois, je pense, aujourd'hui. L'absolu, c'est le lieu où résident, dit Badiou, je le cite, toutes les formes possibles de l'être. Donc, je le cite encore, tous les ensembles de la théorie ZFC. Badiou, suivant l'usage mathématique, nomme cet absolu V, suggérant que la lettre V, du lieu absolu de tous les ensembles, pourrait être l'initiale tant de vérité, toutes les vérités se trouvent dans l'absolu, que le V de vacuum, de vide. Pourquoi ce terme? On savait déjà que les ensembles partaient du vide, de l'ensemble du vide, alors maintenant ils s'orientent vers un autre vide, le vacuum. Entre le vide et le vacuum, on pourrait accuser Badiou de nihilisme. Pourquoi ce terme? En fait, ce terme est très intéressant. Parce qu'il existe évidemment un paradoxe de l'absolu chez Badiou. Badiou, évidemment, rapproche cette absoluité, on le sait, de Spinoza. Ce par quoi, d'ailleurs, on pourrait s'intéresser à un certain retour de Badiou vers Althusser, vers son maître, à moins que ce ne soit une façon de le dérober à Deleuze. Mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus complexe et étrange, en fait, en vérité, dans l'absolu de Badiou par rapport à la substance de Spinoza et qui ne se réduit pas à l'abandon de l'un. Je vais m'expliquer. L'absolu chez Badiou, en effet, c'est le vacuum parce que c'est ce qui n'est pas, ce qui même ne peut être. Car V, supposé contenir tous les ensembles, on le sait, ne peut lui-même être un ensemble. C'est un résultat fondamental de la théorie des ensembles, qu'un ensemble de tous les ensembles ne peut exister, car une telle hypothèse aboutit à une contradiction. C'est pourquoi V est à la fois l'absolu, et en même temps, pour Badiou, ne peut être. Et néanmoins, il faut toujours parler de V. Ce qui va se produire alors dans le texte de Badiou est assez extraordinaire, parce que V va produire dans sa prose des précautions, et même, je vais tenter de le montrer, des embarras. Quand j'ai dit auparavant, par exemple, que V contenait tous les ensembles, eh bien, il fallait mettre mentalement des guillemets à tous, comme le fait Badiou, puisqu'il n'existe pas en vérité une telle totalité des ensembles. Celle-ci serait l'ensemble de tous les ensembles dont on a dit qu'il était inconsistant. J'ai également dit auparavant que pour Badiou, V contenait les ensembles, mais il faut encore mettre des guillemets au verbe contenir, car un ensemble ne peut être contenu, au titre d'élément ou de partie, que par un autre ensemble. Mais puisque V n'est pas un ensemble, aucun ensemble n'est l'élément de V. Aucun n'en est une partie. Et pourtant, V, dans le même temps, est le lieu absolu en lequel se doivent d'être tous les ensembles. On dit que V est la classe stricte de tous les ensembles. Une classe est la collection d'ensembles ayant la même propriété. Une classe stricte, c'est une classe qui n'est pas un ensemble, parce que comme ensemble, elle serait contradictoire, à l'image de V. Ici, nous sommes face à un paradoxe qui, à mon sens, n'est pas loin de se transformer en antinomie. Parce que le texte de Badiou consiste à soutenir et que l'absolu n'est pas, selon sa propre ontologie, puisque être, c'est être un ensemble et que l'absolu n'est pas un ensemble, et pourtant, ce qui n'est pas est le lieu dans lequel tout ce qui est, tous les ensembles, doivent résider. D'un point de vue mathématique, il n'y a pas de problème. Tout se dédramatise. En effet, il suffit, en quelque sorte, d'avoir un usage, un accord sur l'usage des signes. Il faut traiter V comme si c'était un ensemble, et on s'assure néanmoins que cet usage des signes n'aboutira jamais à une contradiction.
On devine que si on pose cette question dramatisée du philosophe, qui est la mienne, cette inquiétude, mais enfin V, il existe ou pas, est-ce que vous pouvez vraiment dire qu'un ensemble appartient à V si ce n'est pas le cas? Le mathématicien, beaucoup plus rigoureux que le philosophe sur cette matière, dira « bon oui, c'est plus commode bon. ». Et il aura raison, c'est commode, c'est-à-dire qu'on s'est assuré qu'il n'y aurait pas de contradiction dans l'affaire, donc on peut faire comme si, et on peut écrire qu'un ensemble appartient à V. Mais pour l'ontologue, je crois malgré tout que les choses ne sont pas si simples. Car pour l'ontologue, V n'est pas seulement un signe, réglé par son usage. V, de par la décision du philosophe, est passé dans la sphère de l'être en tant qu'être. Il est devenu le référentiel absolu de l'être en tant qu'être, en même temps qu'il en contredit violemment la forme à titre de classe stricte. Alors comment Badiou affronte-t-il cette situation, que je crois, j'y reviendrai, inédite dans sa trilogie? Eh bien, il le fait en assumant clairement les deux côtés de l'affaire. D'une part, bien entendu, il rappelle que V n'est pas un ensemble, et on ne peut dire qu'il est au sens propre, puisque son ontologie soutient qu'être, c'est être un ensemble, un multiple inconsistant. Mais d'autre part, elle conteste tout aussi fermement qu'il faudrait en déduire que V, parce qu'il n'est pas un ensemble, parce qu'il n'est pas, ne serait alors qu'un être de langage, ne serait qu'une fiction, ne serait qu'un signe auquel rien ne correspondrait. Bien, d'accord, mais si V n'est pas, puisqu'il n'est pas un ensemble, et si V n'est pas non plus une pure fiction, puisqu'il est le lieu des ensembles, comment penser son statut ontologique au juste? Alors cela, manifestement, à lire Badiou, n'a rien de simple. Ainsi, lorsqu'il évoque les quantités infinies, qui sont construites dans la théorie des grands cardinaux, par approximation successive de V, Badiou écrit ceci. L'infini est pensé comme rapprochement d'une figure de l'absolu, V, figure de l'absolu identifiée en définitive au néant ou à l'impensable comme tel. Bon. Autrement dit, les infinis les plus monumentaux, les plus gorgés d'être, si j'ose dire, s'élancent vers le sommet ultime de l'absolu, qui les contient tous comme leur lieu, mais cet absolu, dit Badiou littéralement, n'est qu'un néant impensable. Tout être semble engouffré dans un lieu qui à la fois assure sa réalité et qui en même temps est lui-même dit n'être que néant. Cette voie d'approximation de l'absolu, néant par les grands cardinaux, est alors comparée par Badiou, par la progression hiérarchique de ces infinis monumentaux, à la hiérarchie des anges. Les infinis sont, la hiérarchie des infinis qui s'élance vers l'absolu, sont comme la hiérarchie des anges, dit Badiou, s'approchant toujours davantage de Dieu, sans jamais l'atteindre. Et cette hiérarchie se conclut, cet appel ou cette analogie avec l'angélologie, se conclut chez Badiou par un appel tout à fait inattendu à la mystique. Il écrit, page 285, vous vérifierez, la mystique relate en poème les figures expérimentées de l'anéantissement extatique vers quoi point la hiérarchie des anges. Anéantissement, en effet, puisque les infinis gorgés d'êtres, les plus grands anges, s'anéantissent comme un mystique propre à la mystique rhénane, s'anéantit dans son rapport à un divin surtranscendant. V est néant, mais on ne peut dire qu'il n'est pas. Il est impensable, mais il constitue le terme d'une pensée prête à s'anéantir en lui. Alors, un tel appel de Badiou à l'anéantissement mystique laisse évidemment le lecteur qui le connaît de longue date perplexe, plus qu'éclairé. Mais tout cela est, je crois, le signe d'un embarras récurrent, d'un tâtonnement. Auparavant, dans le livre, en effet, Badiou a tenté de comprendre le statut de V par une autre analogie, cette fois avec l'idée platonicienne du bien. Platon, écrit-il, dirait que V est l'idée de forme, c'est-à-dire du multiple en tant que tel, et donc V est l'idée d'une idée. Et il ajoute, notons que l'idée du bien, qui était pour lui précisément, dit Badiou, l'idée des idées, n'était pas pour Platon une idée, un peu comme V, qui détient la pensée de toute forme possible du multiple pur, n'est pas lui-même une telle forme. Alors que fait ici Badiou? Pour rendre compte de V, qui paraît en un sens être, qui paraît en un sens ne pas être, Badiou se réfère à l'idée platonicienne du bien, qui en un sens est une idée, puisque c'est l'idée du bien, mais qui, dit-il, en un autre sens, n'est pas du tout une idée. On a l'impression d'un obscurum per obscurius,
Pour expliquer comment V peut à la fois être et ne pas être, eh bien, référez-vous à l'idée du bien, qui évidemment n'est pas une idée. Bon. Et en plus, Badiou ajoute, dans cette analogie qui n'éclaire pas réellement les choses, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Alors, un peu combien, beaucoup, bon. Donc Badiou tâtonne, à mon sens. Il cherche la formule. Et il cherche dans des voies d'ailleurs très différentes, d'un passage à l'autre, les passages étant parfois très éloignés les uns des autres. Un troisième aspect de ces analyses montre là encore la difficulté que Badiou semble rencontrer sur cette question. Il critique, je l'ai dit, la thèse qui ôterait toute réalité à V, sinon comme signe. Il dit que cette thèse qui dit que V n'est qu'un signe, une fiction, en fait, participe d'une thèse langagière, du tournant langagier, n'est que une manifestation du relativisme langagier qui domine la philosophie depuis la postmodernité. Mais Badiou lui-même, dans l'immanence de vérité, pour parler de V, ne cesse de faire appel à des artifices de langage. Page 40, il dit « Les ensembles sont métaphoriquement dans V ». Page 68, qu'on utilise symboliquement la langue ZFC pour dire que V est l'union, entre guillemets, de tous les niveaux V alpha qui hiérarchisent les ensembles. Page 292, que la formule X appartient à V est boiteuse ou purement analogique. Métaphore, analogie, symbole, autant de figures de rhétorique, autant de figures possibles de l'écriture poétique. Il a besoin des figures de la rhétorique, il a besoin des figures de la poésie pour tenter d'approcher, n'est-ce pas, une formule dont il ne peut pas dire qu'elle est incorrecte, mais en même temps dont il ne peut pas dire qu'elle est tout à fait correcte. Et cela ajoutait, comme je l'ai dit, un usage systématique des guillemets pour excuser ces formulations. V est entre guillemets, X est dans V, on croirait du Derrida. Ça, c'est dur. En fait, on a l'impression qu'on ne peut parler de V, que Badiou ne peut parler de V, en tout cas dans l'ontologie, que selon un langage figuré, mais qui ne posséderait aucun sens ou aucun usage littéral. C'est ce qu'on appelle en rhétorique une catacrèse. Par exemple, quand je parle d'une feuille de papier, feuille, c'est une métaphore, en vérité, c'est une métaphore tirée de la feuille de l'arbre. Mais je n'ai pas d'autre mot que le mot feuille pour parler de la feuille de papier. Bon. Donc la catacrèse, en quelque sorte, c'est une figure forcée. Il n'y a qu'une figure, il n'y a qu'un usage figural sans usage littéral. Bon. Et c'est précisément par là que le paradoxe advient, parce que la thèse même du relativisme langagier, c'est qu'il n'y a que du langage figuré et qu'il n'y a pas de langage littéral. Et c'est d'ailleurs la thèse du jeune Nietzsche dans ses cours de rhétorique qui, au fond, soutient que le langage n'est fait que de catacrèse. Donc Badiou, en vérité, affronte bien des difficultés à affirmer que V n'est pas que fiction. Et au regard de ces difficultés, Badiou me paraît injuste avec quelqu'un, c'est-à-dire avec lui-même, dans le passé. Pourquoi ? Parce qu'il dit, moi-même, dans le passé, il m'est arrivé de dire que la classe stricte était une fiction. J'ai sans doute cédé au relativisme langagier, forme d'autocritique. Moi, je pense que ce n'est pas une autocritique que le Badiou 2018 fait notamment au Badiou de l'être événement, c'est-à-dire au Badiou 88. Ce n'est pas une autocritique, c'est un procès stalinien. Parce que Badiou, en 88, il dit rien de tel, il cède absolument pas au relativisme langagier. Badiou 88, il soutenait simplement avec cohérence qu'une classe, n'étant pas un ensemble, ne saurait être d'aucune façon. Pour une ontologie, et non sans qu'être, c'est être un ensemble. Et il semblait même s'en réjouir, figurez-vous, pour des raisons d'ailleurs authentiquement matérialistes. Je cite l'être et l'événement. Pas plus que ne peut exister l'ensemble de tous les ordinaux, ce qui se dit, la nature n'existe pas, les ordinaux constituaient eux aussi une classe stricte, pas plus ne peut exister l'ensemble de tous les cardinaux, soit l'infini absolument infini, l'infini de toutes les infinités intrinsèques pensables, ce qui se dit cette fois, Dieu n'existe pas. En 88, V, c'est Dieu, et il est bon qu'il n'existe pas. En 2018, V n'est pas loin d'être Dieu, lui qui, en quelque sorte, semble imposer aux mystiques de l'angélologie de s'exténuer, de s'anéantir à lui. Le Badiou 88 répondrait, à mon sens, au Badiou de 2018, tu vois ce que c'est que de t'être allié aux grands cardinaux, parce que tu parles leur langage maintenant. Tu parles le langage de la totalité, tu parles le langage de la métaphysique classique, toute pleine de leur être suprême. Et en somme, on voit ici que Badiou est, au fond, pas tout à fait sorti
de la position de 88. Il n'a pas tout à fait répondu, il s'est écarté lui-même, mais il n'a pas tout à fait répondu à ce qu'il était à cette période. Et pourtant, il faut dire que le Badiou 2018 aurait des choses tout aussi décisives à répondre au Badiou 88. Car, comme il le montre, l'absolu est devenu désormais, de façon très convaincante, la condition de pensabilité de l'index de l'œuvre. Or, l'index est la marque en l'œuvre de son rapport à l'absolu. C'est la marque surnuméraire aux éléments toujours finis de l'œuvre qui atteste que cette œuvre appartient à la dynamique d'une procédure de vérité. L'index est la garantie de la résistance de l'œuvre au recouvrement, à l'idéologie moderne qui réduit toute nouveauté aux débris bien connus des opinions d'une époque. L'index correspond à ce qui, selon les exemples de Badiou, à ce qui fait par exemple d'un roman un grand texte, alors que la grandeur du roman n'est nulle part dans le texte comme l'une de ses parties. C'est l'élément non empirique de l'œuvre qui l'a fait résister à tout jugement relativiste et lui permet de ressusciter sous d'autres formes, d'époque en époque, à la façon de la tragédie antique au XVIIe siècle ou des mathématiques archimédiennes au moment de la découverte du calcul infinitésimal. Donc, le Badiou 2018 peut rétorquer à son double: si l'absolu n'est qu'un être de langage, comme tu le dis, une fiction, si V n'existe pas, l'index est à son tour une fiction. Et alors l'œuvre se réduit à sa part empirique, somme de faits textuels ou picturaux, par exemple, qui s'égale à n'importe quel autre fait culturel. C'est pourquoi je crois que nous avons affaire ici à une antinomie profonde de l'absolu. Nous tombons dans l'embarras quand nous disons que l'absolu est. Et nous tombons également dans l'embarras quand nous disons que l'absolu n'est pas. Et quant à dire de l'absolu autre chose qu'il est ou qu'il n'est pas, nous avons l'impression que l'immanence des vérités s'y emploie sans réellement parvenir à nous éclairer. De fait, on a le sentiment que les divers moyens dont on pourrait se sortir de la difficulté n'appartiennent pas aux références habituelles ou plus récentes de Badiou. En effet, on pourrait se dire, bon, qu'est-ce qui, mobilisé dans l'immanence de vérité, pourrait nous permettre de mieux comprendre ce statut paradoxal de l'absolu? D'abord, Badiou dit l'importance de la logique paraconsistante pour sa philosophie. La logique paraconsistante, c'est une logique qui permet de penser des contradictions. Très bien, on peut penser la contradiction de V à l'aide de la logique paraconsistante. Pas du tout, parce que la théorie des ensembles exige au contraire la logique classique pour arrimer ses démonstrations. Bon. Badiou évoque également la discussion du sophisme de Platon. Et la discussion du sophisme, n'y a-t-il pas un être du non-être? Ça, ce serait très bien pour V. Pas du tout. Parce que l'être du non-être n'aboutit pas à l'absolu, mais à l'autre, et en plus cette dialectique, montre Badiou, est tout à fait critiquable. Bon, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste Aristote. L'être se dit en plusieurs sens. Alors il y a le mode d'être principal, comme la substance, qui est l'être, multiple, et puis il y a un être dérivé qui serait l'être de V. Bon, ce serait amusant de voir Badiou tomber dans les mains d'Aristote à la fin de sa carrière. Après Derrida... Oui. Mais je t'en délivre, car en vérité, ça ne serait d'aucune aide. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que l'absolu, il est à la fois être et néant, et que déterminer V, l'être de V, c'est déterminer le mode d'être de V. Et Aristote est tout à fait impuissant à penser un mode d'être qui serait à la fois de l'ordre de l'être et du néant. Donc on n'est pas du tout dans l'équivocie de l'être non plus. C'est-à-dire dans aucun des trois régimes que je viens de citer, qui sont des références adverses ou alliées de Badiou, logique paraconsistante, Platon ou Aristote. Donc je suis un lecteur dans la difficulté. Néanmoins, tout ce que je dis n'est pas dans mon esprit une objection à l'entreprise de Badiou, c'est plutôt en vérité l'expression d'une fascination, et à vrai dire même d'un vertige. Pourquoi? Un chapitre de l'immanence des vérités se nomme, vous le savez, la revanche de Parménide. Mais il semble, au regard de ce que j'ai dit, qu'on pourrait en écrire un autre chapitre de l'immanence de vérité, dénommé cette fois la revanche du Parménide. Car dans le Parménide, dans le dialogue platonicien, dans ce dialogue entre Parménide l'Ancien et Socrate le Jeune, après avoir mis en difficulté la théorie des formes de Socrate, Parménide déploie toute la virtuosité dont il est capable pour exposer les apories de l'un. Et en particulier, Parménide montre les apories dont résultent les hypothèses que l'un est. On tombe dans l'aporie, on tombe dans une contradiction, une série de contradictions, puis il examine l'hypothèse que l'un n'est pas, et on tombe là encore dans des apories, des contradictions. Badiou, en 1988, part du Parménide. Il part de ce qu'il appelle ses tourniquets
les tourniquets de l'un dans le Parménide. Et il tranche au négordien, en soutenant, pour s'extraire de ces impasses, fermement que l'un n'est pas, que tout multiple est sans un. Mais tout se passe comme si, 30 ans plus tard, il retrouvait les apories du Parménide, appliquées cette fois non pas à l'un, mais à V. Et on pourrait imaginer un dialogue tel que je l'ai amorcé entre Badiou le jeune et Badiou l'ancien, autour cette fois de l'impossibilité de soutenir aussi bien que V, la classe stricte, est aporie, que de soutenir que V, la classe stricte, n'est pas aporie. Si j'écrivais ce dialogue, je l'appellerais la lutte des classes dans la théorie. Or, et j'en viens là, au fond de l'affaire, le Parménide a joué un rôle décisif dans une tradition bien particulière de la pensée, après avoir été lancé de la pensée. Le Parménide est un dialogue qui est resté longtemps dans l'ombre, jusqu'à sa réédition au 1er siècle après Jésus-Christ. Mais la tradition qui va réellement en faire un dialogue central, eh bien, c'est le néoplatonisme. C'est en effet le néoplatonisme, en particulier de Plotin Proclus, donc entre le 3e et le 5e siècle après Jésus-Christ, qui va réinventer le platonisme en partant des apories de l'un, du Parménide, et en tentant de résoudre celle-ci d'une façon tout à fait originale. Pour le dire rapidement, sans doute grossièrement, l'un pour Proclus, ou son maître Syrianus, qu'il évoque dans son commentaire sur Parménide, l'un déroute toute forme de prédication. Dans le Parménide, on ne peut rien dire de l'un sans tomber dans une impasse. Non seulement qu'il est ou qu'il n'est pas, mais aussi qu'il est semblable ou dissemblable à lui-même, égal ou inégal à lui-même. Bref, on n'en peut rien dire sans tomber dans la contradiction. Pour Proclus, si on échoue à qualifier par une propriété un tel un, ce n'est pas parce que l'un n'existe pas, c'est parce que notre langage s'éprouve comme incapable de parler de quoi? De sa condition même. L'un est la condition de tout discours inaccessible au discours. C'est la condition de toute pensée inaccessible à la pensée. Je vous rappelle la citation que j'ai faite de Badiou, V est impensable, et pourtant V est le lieu de toute pensée ontologique. Les néoplatoniciens identifiaient cet un dont on ne peut parler comme condition du logos, condition impensable du logos, eh bien, ils l'identifiaient au bien de la République de Platon. Rappelez-vous que Badiou rapproche V de l'idée du bien. Les néoplatoniciens faisaient de même, mais eux, ils n'appelaient pas le bien une idée. Le bien n'était absolument pas une idée, puisqu'il est epekeina tes ousias, il est au-delà de l'être. Il est au-delà de l'être, donc on ne peut pas le qualifier par les idées, on ne peut pas le qualifier par un logos qui parle toujours de l'être. Il est la condition même de cette dissibilité des idées, ou de l'être par les idées. Les néoplatoniciens semblent de la sorte développer sur l'un une réflexion qui me paraît en fait en germe chez Badiou quant à V. Et c'est ce qui me paraît vertigineux dans son entreprise. Badiou semble en 30 ans avoir traversé toute l'histoire du platonisme antique. 1000 ans qui vont de Platon au dernier néoplatonicien. Une tradition qui passe d'une théorie triomphante des idées à une pensée de la condition impensable de cette pensée comme un bien. Mais alors que le platonisme antique s'achève dans les apories de l'un, Badiou repart de l'un, qu'il nie, pour arriver aux apories de V, qui répercutent les anciennes apories néoplatoniciennes dans le cadre de la mathématique contemporaine, qui n'est plus la mathématique grecque fondée sur l'un, mais la mathématique fondée sur le vide et l'infini, comme il le dit dans Le Nombre et les Nombres. J'orienterai donc volontiers le dernier Badiou vers la forme ultime du platonisme antique, vers le néoplatonisme. J'instruis la possibilité d'une forme future de néo-badiusisme de V. Je ne dis pas que les thèses sont les mêmes à un changement d'objet près de l'un à V. Badiou prétend dire évidemment des choses sur le référentiel absolu sur V. Il est immobile, il est non atomique. Mais je crois que sur l'être, l'être de V, il rencontre une difficulté du même type que les néoplatoniciens sur l'un. V semble bien être au-delà de l'être, mais simplement comme la condition est au-delà du discours qui régit son conditionné. Par là, V pose la question du type de discours qui peut l'atteindre, ou du fait que sa particularité est au moins partiellement au-delà du discours.
Alors évidemment, si j'oriente Badiou vers le néoplatonisme, les matérialistes ne seront peut-être pas très contents. Les néoplatoniciens n'ont pas bonne presse chez les matérialistes. Bon. D'abord parce qu'ils n'ont pas beaucoup de presse, et ensuite parce que, en fait, ce sont, semble-t-il, des philosophes de la transcendance, du mysticisme, prétendant se déprendre du logos. Je voudrais non pas annuler, mais du moins atténuer cette réputation pour montrer qu'il ne serait pas si absurde que le badiouisme emprunte un jour une voie analogue. Je m'inspire en particulier de Luc Brisson dans sa préface à l'ouvrage savant de Frédéric Fauquier, Le Parménide au miroir des platonismes. D'abord, rappelons une chose. L'histoire du néoplatonisme, elle est très intéressante par ses adversaires successifs. Le platonisme, on le sait, sous la forme de l'ancienne académie, avait d'abord eu à défendre l'œuvre de Platon contre les critiques d'Aristote, puis contre les dogmes stoïciens, deux adversaires répertoriés de Badiou, qui en particulier fait du stoïcisme la pensée adéquate depuis toujours à la subjectivité soumise à la finitude passive. C'est donc d'abord une lutte de l'idée contre ses adversaires traditionnels. Mais au 1er siècle avant notre ère, une opposition se fit jour contre la nouvelle académie. La nouvelle académie, c'était l'académie platonicienne, mais qui était en fait devenue très peu platonicienne, car elle était devenue probabiliste. C'est-à-dire, elle était partisane d'une forme de scepticisme, croyant tout de plus dans la possibilité de produire des énoncés plus ou moins vraisemblables. Elle se réclamait pour cela de Socrate, qui savait seulement qu'il ne savait rien. Dès lors, une insurrection extérieure à l'Académie s'est produite pour, en quelque sorte, réidéaliser Platon et le platonisme contre la nouvelle Académie, en faisant par exemple le disciple de Pythagore. Plus tard, Plotin posera l'un au-delà de l'être, en sorte d'engendrer une forme du discours de Dieu qui soit scientifique, et dont la seconde partie du Parménide devenait alors l'exposé. Parménide, parlant de l'un, parle du Dieu vrai, du Dieu philosophique, en montrant à chaque fois comment nous échouons nécessairement à le qualifier. Et de là, Proclus combattit les interprétations rhétoriques ou néosophistiques du Parménide, qui, elles, voulaient en faire un pur exercice argumentatif, sans contenu ontologique. Dans le Parménide, on s'amusait à réfuter toute forme de thèse, toute forme de doctrine, et c'était en quelque sorte un pur exercice argumentatif, ce qui n'était pas non plus sans lien avec la thèse des sceptiques. Et c'est de nouveau pour soutenir la portée spéculative du platonisme que Proclus, après Plotin, fit du Parménide en fait une voie pour penser l'un, certes, non pas comme être, mais en tout cas comme au-delà de l'être, et dont on ne peut pas dire pour autant qu'il est un néant. Aristote, stoïcien, platonicien renégat devenu partisan du vraisemblable, sophistique, sceptique, rhétoricien, on voit dans cette histoire expresse du néoplatonisme que les néoplatoniciens auraient pu dire à Badiou ce que Derrida lui dit un jour, en tout cas, nous avons les mêmes ennemis. Bon. La défense acharnée des néoplatoniciens en faveur de la portée spéculative de Platon, dans un contexte porté par de multiples tentatives de dissolution ontologique, et je crois en consonance profonde avec les luttes de la trilogie badiousienne. Oui, mais la transcendance. Est-ce que le rapprochement de Badiou avec les néoplatoniciens le ferait tomber dans une pensée de la transcendance ? Ce qui serait le comble, vu le titre de notre livre du jour, l'immanence des vérités. En fait, ici, il faut s'entendre sur le terme de transcendance qui est piégé. Il y a au moins deux sens de la transcendance religieuse et la transcendance philosophique. J'appelle religieuse la transcendance où toute l'initiative de la révélation du Dieu au sujet fini, humain, revient à Dieu. Dans le christianisme, c'est Dieu et lui seul qui décide de conférer la grâce à un élu. C'est pourquoi l'élu n'a en général pas eu à mériter cette grâce par une vertu antérieure ou par une ascèse quelconque. Paul connaît son chemin de Damas alors qu'il persécute les premiers chrétiens. La transcendance philosophique, elle, est totalement différente, car elle dépend d'abord de la discipline du sujet fini, et non pas seulement du principe que celui-ci tente de rejoindre. Et de plus, elle part d'une discipline rationnelle, arrimée au logos. Mais par l'exercice même le plus exigeant du logos, le philosophe finit par accéder à une condition du logos qui, pour être une telle condition du logos, ne peut appartenir au logos qu'il rend possible. Ce n'est en rien l'éblouissement de la grâce, ni d'ailleurs la mystique rhénane de l'anéantissement, qui, évoqué par Badiou, me paraît cette fois au plus loin de son œuvre. C'est le travail rigoureux du concept jusqu'à la rencontre non conceptuelle de la condition du concept. Mais sous quelle forme se fait cette rencontre ? Eh bien, selon Syrianus, suivi par Proclus, sous la forme d'une expérience. Une expérience chez eux, certes, qu'on peut dire mystique, de fusion à l'un, mais qui surtout est une expérience non empirique.
On fait l'expérience d'un rapport à l'un qui n'est pas empirique, car l'un n'est pas un fait. L'un n'est précisément pas donné dans l'empirie. Or, si on note la dimension de fusion à cette rencontre de l'un, je crois qu'on retrouve en vérité un aspect très important de la rencontre de l'absolu chez Badiou, c'est-à-dire l'index de l'œuvre comme œuvre de vérité. Certes, Badiou dit qu'il n'y a pas d'expérience de l'absolu. L'absolu, dit-il, n'a rien d'empirique. Mais je crois en revanche qu'il y a bien chez Badiou une expérience non empirique de l'absolu, dont il nous parle régulièrement dans son livre, et qui peut précéder, comme sa condition, tout exercice du logos sans relever de l'événement. L'exemple typique pour moi, c'est quand il évoque la visite d'un musée rempli de croûtes du XVIIe siècle, et dans lequel rayonne l'évidence de 2 ou 3 chefs-d'œuvre. En fait, c'est une expérience que chacun peut faire dans les musées où il y a peu de grandes toiles. C'est une merveilleuse expérience. Quand un chef-d'œuvre est entouré par des croûtes, c'est une merveilleuse expérience. Parce que le chef-d'œuvre rayonne en toute liberté. Il écrase son environnement. Lorsqu'il est entouré par d'autres chefs-d'œuvre, il se neutralise dans leur rayonnement mutuel. Mais là, en quelque sorte, on a une expérience aveuglante du chef-d'œuvre. On a une expérience du chef-d'œuvre aveuglante en ce sens qu'elle n'est pas médiée par le discours. Ce ne sont pas des savants, ce ne sont pas des théoriciens de l'art, ce ne sont pas des historiens de l'art qui nous éduquent à ce que nous devons aimer. Rentrer dans une salle de musée, comme ça m'est arrivé dans ma jeunesse, où tout d'un coup, vous voyez une toile qui éclipse toutes les autres, avant même de vous en approcher, de savoir de qui elle est, et de découvrir après que c'est la toile d'un maître et qu'il est le seul maître de la salle, eh bien, c'est une certaine forme d'expérience non empirique de l'index de l'œuvre. Parce que lorsque vous faites cette expérience, vous la faites avant toute discursivité, et vous la faites en même temps comme condition de la discursivité. Car c'est une fois que vous avez rencontré l'œuvre authentiquement, que vous l'admirez non pas parce que des savants vous ont expliqué qu'il fallait l'admirer, mais parce que vous l'avez rencontré vous-même, c'est cette fois, c'est pour cette raison-là que vous allez commencer à essayer d'étudier ce maître, pour vous-même, par vous-même. L'expérience non empirique de l'index d'une œuvre, lorsqu'elle est authentique, engendre le désir de savoir et se révèle comme la condition du savoir antérieure au savoir. À mon sens, c'est une expérience ontologique véritable. Et je crois que, à mon sens, pour répondre à la question initiale que je posais, y a-t-il un arbitraire dans les décisions de Badiou quant au resserrement du choix et de son choix final? Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, mais je crois en tout cas qu'il y a une solution à l'aporique que j'ai posée, à l'antinomie. Si c'est l'ontologie qui détermine le choix, alors la démonstration ontologique empêche le choix. Si c'est le philosophe qui choisit alors qu'il ne produit pas d'ontologie, alors le philosophe ne détermine qu'arbitrairement quelle est la bonne ontologie. Entre les deux, je crois qu'il y a la possibilité suivante. Il se pourrait que toute théorie, toute ontologie, comme toute œuvre d'art, possède en elle-même un index, possède en elle-même, en quelque sorte, une propriété surnuméraire, qui n'est pas, en quelque sorte, visible empiriquement dans la théorie, par ses signes, par son texte, par ses couleurs, mais qui néanmoins relève de l'expérience. Et je crois que le philosophe qui fait cette expérience est semblable à celui qui fait l'expérience du chef-d'œuvre parmi les non-chefs-d'œuvre. Il a la conviction d'avoir affaire à une réalité qui légitimement détermine sa conduite et engendre progressivement son propre logos. Il y a donc bien, je crois, chez Badiou, l'espace d'une expérience non empirique de l'absolu, c'est-à-dire de V, condition de tout logos qui tente de s'en emparer, et qui éprouve en fait son incapacité, au moins partielle, à le faire, parce que V n'est pas entièrement du côté du logos. Il est aussi du côté d'une expérience antérieure au logos, authentique, quoique non empirique. Si c'était le cas, eh bien, on pourrait dire que le platonisme aurait connu un second cycle d'existence complet, à la jointure du XXe et du XXIe siècle, tout entier contenu dans l'œuvre d'un même platonicien, allant de la théorie des idées au néoplatonisme de V. Voilà, merci. Juste pour conclure, c'est vraiment magnifique. Hein. Et ça me fait penser que j'ai eu bien raison, pas longtemps avant ton intervention,
d'abandonner publiquement à Prague l'énoncé « l'ontologie, c'est les mathématiques ».